Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le mécénat de compétences où on va découvrir effectivement que c'est un formidable outil RH pour engager vos équipes. Donc moi, je suis Hélène Pagrimaud, je suis déléguée de la générale de la Fondation territoriale de la Vienne et je suis accompagnée de Karine Biot. Donc moi, je suis dirigeante du cabinet de gestion ressources humaines Cafisto RH. Et donc moi, Élise Thérin, donc je suis chargée de développement RH chez Capisto RH. Et donc j'interviens aujourd'hui puisque j'ai effectué donc l'année dernière mon alternance chez Capisto RH dans le cadre de mon master en ressources humaines. Et j'ai pu effectuer en fait mon mémoire de fin d'études sur le mécénat de compétences. Donc j'ai pu travailler toute l'année sur ce sujet-là et donc on va pouvoir aussi échanger avec vous sur le dispositif. Et donc, on va faire une séquence où on va essayer d'être assez le plus concis possible sur la présentation pour rapidement aussi pouvoir rentrer dans l'échange. Donc, l'idée, là, on va vous présenter un petit peu qui est la Fondation territoriale et qui est Cafisto RH. Et puis, ensuite, l'idée, c'est de vous définir ce que c'est que le mécénat de compétences, les bénéfices pour les entreprises, mais vous allez voir qu'il y en a aussi, bien évidemment, pour les salariés et pour les associations. Les démarches à suivre, et puis une séquence de témoignages et d'échanges. Donc, on a Philippe Renaud qui est avec nous, qui est le président de Passerelle et Compétences, donc une structure dont il va nous parler à la fin de ce webinaire. Et puis surtout, on est sur un webinaire interactif, on est vraiment dans l'échange, donc vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long de ce webinaire, on essaiera d'y répondre. Celles auxquelles on ne répond pas, on s'engage à vous voir répondre ensuite, hein. Et puis, je pense que Élise et Karine vous poseront peut-être des petites questions pendant ce webinaire. Donc, voilà, donc on va commencer. Alors, donc, sur la présentation de la Fondation territoriale de la Vienne. Alors, on est le 24 septembre. Eh bien, demain, c'est l'anniversaire de nos 1 an de lancement, puisqu'on s'est lancé le 25 septembre 2023. De façon officielle, c'est notre conférence de presse. Après 2 ans de préfiguration, c'est un outil qui a été créé par des dirigeants d'entreprise qui avaient un peu envie de se poser la question de comment je redonne au territoire ce qu'il m'apporte, puisque moi, en tant qu'entreprise, j'ai une responsabilité d'accompagnement des politiques publiques pour que mon territoire aille mieux, vive mieux. Donc voilà, donc c'était un peu l'idée derrière cette préfiguration qui a fait aboutir à cet objet, donc la Fondation territoriale de la Vienne, donc qui est un outil facilitateur pour œuvrer sur le territoire, démultiplier l'impact sociétal des TPE et des PME de la Vienne et leur permettre de s'engager dans une démarche multi-acteurs pour des causes d'intérêt général. Donc la vision de cette structure, c'est vraiment de fédérer les acteurs locaux pour contribuer à faire de la Vienne un territoire attractif, durable et solidaire. Comment ça fonctionne une fondation? Alors une fondation, ça, vous voyez le mot social et impact. D'abord, ça a un impact social parce qu'en fait, on analyse les fragilités du territoire à partir des diagnostics territoriaux disponibles auprès des structures, des collectivités, mais ça peut être aussi de l'ADEME, de la CAF, voilà, tous les acteurs qui disposent des diagnostics territoriaux. On voit où sont les fragilités et on lance des appels à projets, des appels à initiatives pour soutenir les associations de notre territoire qui sont apporteuses de solutions vis-à-vis de ces fragilités. Et on a de l'impact parce que voilà, il y a des entreprises, des TPE-PME qui ne peuvent pas forcément abonder fortement. L'idée, c'est de mettre dans un pot commun et c'est grâce dans la mise en commun des fonds collectés qu'on arrive à avoir de l'impact et qu'on arrive à soutenir de façon plus importante et plus significative des associations en commun. Donc, on est vraiment un catalyseur, amplificateur d'impact. Et puis, on se donne 3 rôles: soutenir les associations à travers nos appels à projets, promouvoir le mécénat. Donc là, on est dans cette action-là, sous toutes ses formes, hein, puisqu'il n'y a pas que le mécénat financier, le mécénat en nature et le mécénat de compétences qui nous rassemble aujourd'hui. Et puis, créer des espaces de coopération entre des acteurs qui se côtoient, les associations, les collectivités, les entreprises, les institutions, mais qui, au final, se connaissent assez peu. Et peut-être que si on
rassemble nos énergies, il y a peut-être des choses que l'on pourrait faire ensemble. Et en tout cas, l'outil Fondation pourrait servir de catalyseur à certains projets. Mais encore faut-il rassembler ces gens et co-réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire. Donc voilà comment fonctionne la Fondation. Et en termes de résultats, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Jusqu'à présent, on a réussi à collecter des fonds pour soutenir 13 associations, donc 3 en 2023 et 10 en 2024. Donc là, vous voyez les lauréats 2024 sur cette photo. Ces associations ont toutes reçu 5 000 € chacune. Cette année, on a voulu aller plus loin en se disant, voilà, une association, est-ce qu'elle a que besoin d'argent? Est-ce qu'elle n'a pas besoin aussi d'accompagnement sur des sujets d'actualité que sont la RSO, responsabilité sociétale des organisations, la mesure d'impact, puisqu'un mécène, quand il donne de l'argent, il aime comprendre l'impact qu'il va avoir sur son territoire. Donc, il faut soutenir aussi les associations pour pouvoir être à même de mesurer cet impact. Et puis la coopération territoriale, puisque ça fait partie de nos critères de sélection des projets, de voir que les associations sont capables de collaborer avec l'ensemble de leurs parties prenantes, que ce soit les élus, que ce soit d'autres associations, etc. L'idée, c'est, voilà, on se rend compte que dans le sud du département, il peut émerger un projet qui a déjà été développé dans le nord et comment aussi on essaye de faire grandir les dispositifs mis en place, les dupliquer quand ils sont pertinents et aider à fédérer tout ça. Donc voilà un petit peu tous les profils d'associations qu'on a aidés. Là, j'ai les logos des 13 lauréats qu'on a soutenus jusqu'à maintenant. Ça serait trop long de vous expliquer tous les projets, toutes ces associations, mais vous avez un rapide éclairage sur notre site internet du projet soutenu de chacun. Et puis, vous avez aussi sur nos réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, si vous nous suivez, on essaie de faire des portraits là, de nos lauréats en ce moment. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir les découvrir et à venir à nos événements comme celui-ci. Donc, ça vous permet de mieux comprendre ce que l'on fait. Et puis, on essaye aussi de faire émerger la dynamique de l'engagement des entreprises. Donc, sur nos événements, on essaye à chaque fois de pouvoir faire des tables rondes. Et puis, l'idée, c'est de développer des ateliers pour faire grandir cette notion d'engagement territorial des entreprises qui voilà, facilite. Ouais. Pardon? Ouais, non, si. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train peut-être de parler en même temps. Essayez de couper vos micros pendant ce début de présentation. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà pour la présentation rapide et succincte de la Fondation. Et je vais laisser du coup la parole à Karine. Donc bonjour, Karine Billot. Donc l'idée là, de toute façon, par rapport à l'actualité, ce n'est pas de vous présenter toutes les prestations qu'on peut faire chez Cafisto RH. Pour moi, l'important, c'est surtout de vous parler peut-être juste de l'histoire de Cafisto RH qui a 5 ans là à la rentrée. Donc nous sommes 4 personnes et en fait Cafisto RH c'est l'aboutissement d'un parcours de vie et je pense d'un parcours de valeurs. Donc en fait moi je viens du développement économique. Après j'ai travaillé dans tout ce qui était communication puis ressources humaines. Et en fait Cafisto RH réunit aujourd'hui ces 3 aspects plus l'ancrage territorial. J'ai grandi dans le département d'à côté, les Deux-Sèvres. J'ai fait mes études dans la Vienne. Et pour moi, cet ancrage, il est important. Il est important de valoriser aussi tous les acteurs, que ce soit entreprises, que ce soit des porteurs de projets, que ce soit des gens en recherche d'emploi, que ce soit des associations. Et en fait, on a vraiment tout remis en fait dans ce cabinet Cafisto RH. Cafisto RH, quand je l'ai créé il y a 5 ans. Voilà. Merci Karine. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, le mécénat de compétences, qu'est-ce que c'est? Alors, le mécénat de compétences. Alors, je pense que peut-être que plusieurs d'entre vous connaissent déjà le mécénat. Le mécénat, c'est investir des fonds, en tout cas en tant qu'entreprise à la base, quand on est sur du mécénat financier, c'est je donne de l'argent pour une cause d'intérêt général, donc au profit d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation, enfin bref, d'une structure d'intérêt général.
Et en contrepartie, j'ai une défiscalisation, puisque normalement, c'est quelque chose de désintéressé. Donc, comme c'est désintéressé, j'ai aussi j'ai cette loi qui m'a permis d'obtenir une défiscalisation sur mon impôt sur les sociétés. Le mécénat de compétences, c'est sans échange d'argent. Je vais mettre à disposition, donc mise à disposition d'un collaborateur sur son temps de travail au profit d'un organisme reconnu d'utilité publique. Et donc, ça, c'est bien la distinction avec le bénévolat, ce qu'on va voir juste ensuite. Donc, on a vraiment mobilisé des compétences pendant un temps de travail. Cette mise à disposition permet d'obtenir effectivement cette déduction fiscale de 60% du salaire chargé de votre collaborateur sur le temps mis à disposition de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique. Sauf que ce qu'on constate en réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les études sur le mécénat, on n'a que 15% seulement sur toutes les formes de mécénat qui existent, il n'y en a que 15% qui utilisent le mécénat de compétences. Donc, on s'est dit que c'était quand même assez peu, alors qu'en termes d'impact et d'engagement, on va le voir à bien des égards, ça a un pouvoir d'engagement assez intéressant chez les collaborateurs. Je voulais juste vous remettre aussi en contexte un chiffre clé qui est issu du dernier sondage France ESS qu'ils font tous les 2 ans. 96% des Français estiment que les entreprises se doivent d'avoir une responsabilité territoriale et le mécénat est reconnu comme un vrai levier, en tout cas, d'atout et d'engagement territorial. Et le mécénat de compétences, on en est convaincu avec Karine et Élise, en est une forme vraiment pertinente. Donc, voilà pour la définition. Alors, je ne suis pas revenue sur les petites lignes, mais on vous les met, parce qu'il y a des plafonds, etc. Donc, c'est 60% du don jusqu'à 2 millions d'euros de dons annuels. Donc, quand vous serez concerné par ça, ça sera très bien. Donc, voilà, vous avez le détail, en tout cas, des plafonds et sur la slide. Donc, vous enverra bien évidemment le document. On ne va pas aller aujourd'hui sur un détail juridique, on pourra faire un temps 2. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de brosser de façon assez simple le profil de ce que c'est le mécénat de compétences, de voir un peu sur notre territoire s'il y a une appétence, s'il y a des gens qui ont envie de travailler sur le sujet, pour essayer de le déployer de façon un peu plus massive. Donc là, on a pris la roue du mécénat de compétences qui a été mise en œuvre, qui est une infographie complète. On va vous la dérouler petit à petit, là, parce qu'effectivement, elle est dense, mais ça vous permet d'avoir, vous, en interne, un document synthétique où il y a tout ce que c'est, ce que ça n'est pas, les bénéfices pour chaque partie prenante, et puis comment je peux le mettre en œuvre. Ça a été fait par l'ADMICAL et la Fondation territoriale, nos voisins de Loire-Atlantique, qui sont créés depuis 2-3 ans de plus que nous. Et donc, l'ADMICAL, c'est aussi la structure de référence au niveau national qui promeut le mécénat d'entreprise, dont on est adhérente et à double titre parce que, en fait, cette fondation territoriale de la Vienne, elle a pris corps et elle est née grâce à une incubation professionnelle de l'ADMICAL qui accompagnait le groupe de dirigeants. Donc, et depuis, ce pilote a permis à d'autres territoires de pouvoir bénéficier de ce dispositif d'accompagnement pour faire émerger sur les territoires des outils d'engagement collectif. Donc voilà, donc il développe des outils comme celui-ci qui sont plutôt bien faits, donc on s'en est resservi. Donc clairement, c'est quoi le mécénat de compétences? C'est un don d'une entreprise, mais c'est un don de temps et ou de compétences sur son temps de travail pour une association d'intérêt général. Ce n'est pas à confondre avec du bénévolat. J'ai un autre schéma juste après qui va vous permettre de bien comprendre la différence. À dissocier d'un team building, ce n'est pas du sponsoring. Sponsoring, c'est le terme français pour parler de partenariat d'un point de vue juridique, où là, vous attendez une contrepartie commerciale ou la mise en avant d'un produit, etc. Alors là, on n'est pas du tout là-dessus. Et on n'est pas là pour répondre à un besoin spécifique de l'entreprise avec une association qui répondrait à un besoin spécifique de l'entreprise. On est vraiment là au profit de l'association pour aider l'association dans ses projets d'intérêt général. Quelle forme ça peut prendre? Ça peut prendre une forme de prestation de service ou de main-d'œuvre. Vous avez vraiment le choix entre les deux. C'est soit
vous faites une prestation de service. Exemple, je suis une agence web, je développe des sites web, et ben, je vais faire pour une association de façon gracieuse une prestation de service, ou alors je vais lui prêter de la main-d'œuvre parce que bah voilà, j'ai besoin de soutien continu en communication, et ben, je vais détacher un de mes salariés dans mon agence de communication pour venir faire le community management une fois par mois, une journée par mois dans cette association pour l'aider à grandir. On verra d'autres exemples, hein, parce qu'effectivement, la dernière chose, c'est qu'il y a énormément de possibilités d'engagement en fonction des disponibilités et des envies de chacun et de cette rencontre entre les besoins d'une association d'intérêt général et d'une entreprise. Et il faut aller chercher ce qui converge entre vous. Voilà ce que je peux vous dire pour vous donner à voir ce qu'est le mécénat de compétences. On a repris aussi dans ce webinaire, je trouvais que c'était intéressant de reprendre ce tableau de Pro Bono Lab, puisqu'on va avoir l'intervention de Philippe Renaud, qui lui est de Passerelle et compétences. Passerelle et compétences, donc il nous le décrira tout à l'heure, mais effectivement, c'est plus du bénévolat de compétences à l'origine. Et donc là, on voit bien qu'on est soit sur le temps de travail, là on parle de mécénat de compétences, soit on est sur du temps personnel, et là on parle de bénévolat de compétences. Donc la dynamique qui est ici, c'est je donne mes compétences, je les mets à disposition d'une organisation, ou pas de compétences spécifiques. Là par exemple, en bénévolat, on a déjà des entreprises sur notre territoire qui par exemple vont inciter leur personnel à aller s'impliquer dans des associations type le jour de la collecte des denrées alimentaires. Je prends par exemple pour la banque alimentaire, pour les Restos du Cœur et autres. Ben, voilà, je vais détacher du personnel hors de mon temps de travail pour aller faire cette collecte, ou alors je le définis en étant sur mon temps de travail parce que vraiment je veux un engagement, et du coup là je bascule en mécénat de compétences. Je n'ai pas besoin de compétences spécifiques pour aller faire de la collecte. Et pour autant, ben voilà, je peux détacher du personnel. Donc ça s'appelle mécénat de compétences, que ce soit sur les compétences professionnelles propres de la personne ou sur autre chose en fait. Donc ça vous permet en tout cas ces deux approches, que ce soit le bénévolat ou le mécénat, qui vous permettent vraiment de redonner du sens dans la carrière d'une personne qui est dans cette quête de sens permanente. On voit bien que les Français, c'est quelque chose de très émergent, et cet outil est un formidable outil pour aller dans ce sens. Je vais laisser la parole à Élise pour vous parler un petit peu des cas plus précis d'utilisation d'un point de vue RH avec un éclairage RH. Oui, merci Hélène. Oui, c'est comme disait Hélène, en fait, c'est vrai que le mécénat de compétences, aujourd'hui, on remarque que les salariés ont besoin de sens et d'engagement en fait dans leur carrière et dans leur mission. Et finalement, on peut s'apercevoir que le mécénat de compétences, on peut l'utiliser dans différentes phases finalement de la carrière du salarié. La première, c'est dans la phase d'intégration. Quand un salarié intègre une entreprise, en fait, en l'intégrant dans cette phase-là, ça permet en fait de prendre conscience des valeurs de l'entreprise qui sont en cohérence avec celles de l'association. Moi, j'ai un exemple assez concret qui je trouve en tout cas, original, que j'ai pu constater quand j'ai pu faire des entretiens pour mon mémoire. C'est qu'une personne, en fait, une DRH, a mis ça en place pour des gradués de programme, donc en fait des étudiants qui sortaient de grandes écoles de commerce, qui intégraient des grands groupes internationaux. Et l'idée, c'était vraiment comme elle disait, de casser ce côté grosse tête qu'on peut avoir en école de commerce. Et l'idée, c'était vraiment de les intégrer en fait dans des missions très simples, style des Restos du Cœur ou même Emmaüs, pour qu'ils se rendent compte que finalement les valeurs de l'association, pardon, étaient similaires à celles de l'entreprise. Donc voilà, ça permet aux salariés aussi de prendre conscience de ça et de voir vraiment l'engagement des salariés. Un autre moment aussi qu'on peut constater, c'est pendant la carrière finalement aussi du salarié, qui serait par exemple en perte de motivation, ou qui souhaiterait en tout cas être remobilisé pendant sa carrière. Alors, je ne sais pas si Hélène, on pourrait avoir la diapositive pour qu'on puisse Oui. éventuellement avoir des exemples. Je vais attendre que tu puisses revenir, comme ça on va reprendre ensemble. Voilà, c'est ça. Donc comme je disais, en fait, en cours de carrière, en fait, ça permet aussi on s'aperçoit que des fois, des salariés, voilà, ont vraiment envie, en fait, de se remobiliser dans les choses qui leur plaisent et qui ont vraiment du sens. Donc, pour le coup, le mécénat de compétences, ça peut vraiment être un vrai levier à ce niveau-là.
Et puis finalement, le salarié peut aussi être mis à disposition en mécénat de compétences lorsqu'il approche de la fin de carrière. L'idée, c'est vraiment de l'accompagner aussi de manière transitoire vers la retraite. Et puis forcément, le mécénat de compétences, ça va être une façon de l'accompagner en fait et pour le salarié, ça va être une façon de lui transmettre lui ses compétences pour l'association. Et puis finalement, on s'aperçoit que les personnes qui sont en fin de carrière vont parfois poursuivre aussi au sein de l'association en tant que bénévole quand ils seront en retraite, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que finalement, s'investir dans une association, et ben, ça leur plaît et ça leur permet surtout de garder du lien social. Donc finalement, le mécénat de compétences peut être utilisé finalement pour tous les âges, pour toutes les carrières et puis à différentes phases aussi des carrières de chaque salarié. Alors après, on peut se poser aussi la question comment on l'utilise finalement, en termes de durée, en termes de fréquence, comment on peut s'organiser. L'avantage du mécénat de compétences, c'est vraiment qu'il y a une vraie liberté à ce niveau-là. En termes de durée, ça peut être une journée par semaine, comme disait Hélène, hein, ça peut être par exemple, je sais pas, le vendredi, on libère ses salariés pour qu'ils aillent dans une association, voilà, donner de leurs compétences. Ça peut être plusieurs mois. Et puis, ça peut être plusieurs années. Par exemple, je prends l'exemple des fins de carrière. Généralement, on est sur un processus peut être plus long et où plusieurs années peuvent être envisagées dans la limite de 3 ans. En termes de fréquence, pareil, ça peut être aussi à la liberté de chacun, soit à temps partiel, soit à temps plein. L'idée, c'est vraiment en fait d'avoir une vraie cohérence entre toutes les parties, donc entre le salarié, l'entreprise et l'association. Et l'important, c'est vraiment de répondre aux attentes de tous et que cette fréquence soit vraiment optimisée et qu'elle soit confortable pour tout le monde. C'est vraiment l'idée qui est assez essentielle à ce niveau-là. Un dernier point, Oui. je voulais, par rapport à ça, on a pu du coup définir les éléments du mécénat de compétences. Vous, enfin, l'idée c'est vraiment qu'aussi on soit dans l'échange avec vous pour ce webinaire. C'est de savoir aujourd'hui, ce que je vous invite, c'est que vous puissiez y répondre dans le chat. Je vais plutôt m'adresser déjà aux entreprises qui sont présentes aujourd'hui, en tout cas soit des dirigeants ou des personnes du service RH. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des salariés qui vous ont fait part des souhaits d'engagement? Alors, ça peut être soit des souhaits de mécénat de compétences ou même d'autres souhaits plus globaux, hein, comme on parlait du bénévolat de compétences, ou même d'autres souhaits éventuellement qui auraient pu émerger de la part de vos salariés. Est-ce que certains ont eu des demandes? Si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à le répondre dans le chat. On serait très ravis de pouvoir en tout cas échanger à ce niveau-là. Et puis un autre point aussi, que ce soit pour les associations qui sont présentes aujourd'hui ou même pour les entreprises. Vous, de votre côté, quelles compétences vous avez besoin en tant qu'association? Et puis en tant qu'entreprise, vous, quelles compétences vous pourriez éventuellement mettre à disposition pour des organismes d'intérêt général? L'idée, c'est comme on vous l'a dit, c'est d'échanger et de voir aussi sur le territoire quels sont les besoins de chacun et d'éventuellement faire émerger voilà, des nouveautés et des choses qui pourraient éventuellement voilà, être en accord avec tout le monde. Donc Donc, on vous surtout, invite en tout cas n'hésitez pas à à réagir dans utiliser le ce chat. chat pour effectivement partager toutes vos expériences, comme vient de le dire Élise, hein. Donc, vos besoins et tiens, bah, effectivement, je n'avais pas pensé, mais ce collaborateur, il a telle compétence, il a déjà exprimé un besoin, peut-être que ça pourrait être utile. On a aussi des associations de connectés, donc ça pourrait être une occasion de rencontre, ça se trouve, de matching. Complètement. Donc, n'hésitez surtout pas en tout cas. Donc, Karine, c'est à toi pour nous parler des bénéfices. Oui, tout à fait, des bénéfices. Donc, effectivement, triple bénéfice pour le coup. À la fois des bénéfices pour l'entreprise, des bénéfices pour les associations et des bénéfices pour les personnes, en fait, qui elles-mêmes vont pouvoir mettre en avant leurs compétences. Donc, les bénéfices aujourd'hui, juste pour remettre le contexte, on sait qu'on est encore dans un marché du travail assez tendu. Donc là, il y a certaines RH que j'ai repérées qui sont présentes aujourd'hui et qui ne diront sûrement pas le contraire. Donc, l'idée, elle est aussi d'avoir un travail de fond et pas simplement de réagir à un moment donné quand on veut trouver des personnes ou réfléchir à sa marque employeur ou à sa politique de responsabilité sociétale. Aujourd'hui, il y a vraiment de réels enjeux à la fois d'attraction et de fidélisation. Et le mécénat de compétences eh bien, peut être une solution
un outil RH par rapport à ces problématiques-là. Le premier bénéfice, c'est effectivement, comme on l'a dit, renforcer la RSE et la RTE, donc responsabilité territoriale des entreprises. Ça permet à l'entreprise de valoriser justement ses valeurs. Donc l'idée, c'est pas de faire de la publication, publicité, communication avec plein de paillettes si ce ne sont pas les valeurs de l'entreprise. Hein. On est bien d'accord, on attend de l'authenticité et quelque chose de vrai. Donc le bénéfice, il sera intéressant s'il y a une vraie cohérence et de l'authenticité. Le deuxième bénéfice, ça vous permet aussi, on n'y pense pas forcément, mais d'intervenir dans la gestion des compétences et des carrières. Donc, Élise le disait tout à l'heure, le mécénat de compétences peut intervenir sur la partie intégration, mais aussi en fait sur l'évolution de carrière d'un collaborateur. Donc, ça peut être de faire autre chose. Donc, développer aussi, on parle de mécénat de compétences, mais ce n'est pas forcément les compétences qui sont déjà acquises. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des compétences que la personne va pouvoir développer. Donc, au-delà de la motivation, qui peut être renforcée à faire parfois autre chose, à retrouver une autre utilité, c'est aussi un élément de développement des compétences qui peuvent être soit dans le dur, donc des connaissances, soit ça peut être du relationnel, ça peut être de l'ouverture sur des personnes qui sur leur poste n'ont pas forcément énormément de relationnel. Et puis, la gestion des compétences vers la transition vers la retraite, qui peut être effectivement un moment, une étape en fait, où la personne va pouvoir déjà se projeter vers la suite qui ne sera plus une carrière professionnelle. Le troisième bénéfice, c'est de fidéliser les collaborateurs, puisqu'effectivement, quelqu'un qui à un moment donné ne s'y retrouve plus sur son poste, a l'impression de ne pas développer de compétences ou de manquer d'utilité ou de sens, va forcément va avoir envie de partir en fait, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir lui offrir en fait d'autres perspectives au sein de l'entreprise en partageant et en développant des synergies avec des associations à travers le mécénat de compétences. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. Donc, et ça, c'est déjà en filigrane, l'idée sur les bénéfices, ça va être effectivement de valoriser la marque employeur. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un outil, donc c'est un levier. Ce n'est pas parce qu'on fait du mécénat de compétences que la marque employeur va devenir absolument géniale, attractive pour tout le monde. Il faut vraiment que ce soit un projet, et on va le voir ensuite avec Hélène. Donc un projet véritable pour pouvoir avoir une cohérence avec les valeurs de l'entreprise, les valeurs de l'association vers lesquelles vous allez aller pour que votre collaborateur puisse faire son contrat de mécénat de compétences. Le dernier avantage, Hélène en a parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a un soutien dans la démarche, un soutien fiscal, ce qui peut permettre aussi de pouvoir détacher des personnes, parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas le faire. On verra tout à l'heure dans les témoignages, et puis il y a déjà eu plusieurs questions sur quel type d'entreprise aujourd'hui font du mécénat de compétences. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même un soutien avec un avantage fiscal qui permet effectivement, même à peut-être des petites structures, de pouvoir libérer des personnes et mettre à disposition en mécénat de compétences. Donc là, c'était la roue. Effectivement, on revient sur cette roue. Tu viens de nous parler, Karine, des bénéfices pour l'entreprise et un peu pour les salariés. Je voulais te laisser finir éventuellement sur effectivement le fonctionnement de cette roue sur la partie association. Parce qu'il y a trois structures qui sont gagnantes dans cette démarche. Complètement. Donc, sur la partie sur les bénéfices aujourd'hui, par rapport aux associations, mais bien évidemment, c'est de permettre de pouvoir… il y a plein de bénéfices, en fait. Pour moi, déjà, échanger est un bénéfice. Donc, à partir de là, quand on intègre des personnes, quelles qu'elles soient, c'est un bénéfice d'échange.
Déjà, ensuite, il y a le bénéfice qui va être de pouvoir sensibiliser au-delà de l'association aux causes même de l'association et d'intégrer donc des acteurs entreprises dans le schéma, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis, c'est une véritable aide pour les associations de pouvoir peut-être justement faire aboutir des projets sur lesquels il n'y a pas toujours tous les moyens possibles. Et c'est un appui, c'est un levier également. Et c'est concret. C'est très concret et ça permet de développer et de valoriser aussi tous les projets qui sont faits, puisque l'association va valoriser aussi ses projets à travers le collaborateur qui vient d'une entreprise et l'entreprise va parler également de l'association. Juste vous donner un éclairage. Alors, je ne sais pas pour ceux qui sont connectés, si vous connaissez un peu le tissu associatif de la Vienne. Hein, on a 12 000, elles sont évaluées entre 11 et 12 000 associations sur notre département. Et pour vous donner un ordre d'idée, on n'en a que 10% qui sont employeuses de 1 à plusieurs salariés. Donc, c'est vous dire qu'il y a un nombre d'associations qui ne sont pas employeuses, qui fonctionnent à l'énergie du bénévolat et pour lesquelles les compétences professionnelles de vos salariés peuvent être intéressantes. Et à un moment donné où on est dans une période de doute aussi sur ses compétences, ça peut être une façon d'aller se reconforter sur des domaines de compétences dans une structure d'intérêt général et de se dire, ah ouais, mais en fait, ça, je sais faire. Et en fait, des fois, il y a plein de choses qu'on sait faire, mais des fois, on a des périodes de doute aussi dans sa carrière professionnelle. C'est un des chemins qui permet d'expérimenter d'autres choses en répondant à cette quête de sens. Donc voilà, donc dites-vous bien qu'il y a plein d'associations qui ont fort besoin d'un tas de compétences. Voilà pour cette partie. Alors, ensuite, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu les démarches à suivre, comment concrètement vous pouvez et à quoi vous êtes tenu d'un point de vue aussi légal pour mettre en œuvre ces démarches. Donc, on a synthétisé, nous, en 3. Vous allez voir que la roue du mécénat, bon, ça revient au même, c'est découpé en 5, mais ça revient au même. C'est je réfléchis d'abord à mes valeurs. Moi, en tant que structure, si je veux mettre en place du mécénat de compétences au sein de ma structure, il faut que je sois un peu cohérent avec mes valeurs et mon engagement en tant qu'entreprise. Qu'est-ce que j'ai envie de faire partager, de faire vivre à mes collaborateurs? Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous recentrer sur cette réflexion pour assurer une mission qui soit cohérente avec votre entreprise. Il faut que vous soyez à l'aise avec ce processus, il faut que vous soyez dans le cœur de ce que vous avez envie de faire partager à vos salariés. Souvent, une TPE-PME ne prend pas le temps, la hauteur de faire une réflexion type ce qu'on appelle MVV, mission, vision, valeur. C'est quoi ma mission en tant qu'entreprise? C'est quoi ma vision si je me projette à long terme? Et c'est quoi mes valeurs intrinsèques à mon entreprise et que je partage avec mes collaborateurs? Donc là, vous avez pléthore certainement de consultants ou même des ressources certainement en interne. Il n'y a pas toujours besoin de consultants pour réfléchir à ça, le poser et se dire, OK, au regard de tout ça, ben, mon engagement pour développer aussi l'engagement de mes collaborateurs, ça serait peut-être d'aller vers tel ou tel type d'association. Mais il faut que vous ayez mené cette réflexion un peu en interne. Et puis après, vous pouvez avoir une réflexion un peu plus simple. C'est les exemples que je vous mets en dessous où bah, je travaille dans la communication, je peux mettre à disposition mes compétences de communicant pour alimenter les réseaux sociaux d'une association. Je ne pense pas me tromper en me disant que dans le chat, j'ai déjà une demande sur ce sujet-là. Je travaille dans le juridique et ben, je peux aider une association dans ses démarches juridiques. Elle est confrontée à plein de sujets et elle a certainement besoin de conseils et d'accompagnement dans ses démarches. Ou pareil, je travaille dans la finance et des associations qui ont besoin de soutien dans leur plan de trésorerie ou de trouver des nouveaux financements. C'est pareil, il y en a beaucoup. Donc, il y a plein de façons de mettre à disposition vos compétences. Donc, mais déjà, réfléchissez sur vos valeurs et sur les compétences à disposition. Il ne faut pas décorréler les deux, en fait. Hein. Co-définir la mission. Donc, j'identifie ensuite une association. Et dans l'idée, en fait, en tout cas, ce qu'on est en train de travailler, on s'est vu une première fois avec Philippe Renaud, c'est peut-être de se dire, ben voilà, peut-être que sur la Vienne, il faut voir comment on l'organise.
parce qu'effectivement, je vous dis, il y a 12 000 associations, comment je m'y retrouve. Peut-être que voilà, la fondation, ça pourrait être un catalyseur de vous venez exprimer un besoin et demain passerait les compétences, soit ils ont déjà 300 associations adhérentes, soit la mise en relation avec ce tissu d'associations et de se dire comment on fait cette connexion, c'est pas forcément la partie la plus simple en fait pour identifier cette association qui est en corrélation avec votre raison d'être, qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de réfléchir à comment on peut créer ces passerelles parce que il va falloir un peu un catalyseur pour créer ces ponts entre ces demandes et ces besoins. Définir une coordination donc avec les parties prenantes. Donc une fois que vous avez connecté avec une association, c'est quel type de mission, combien de nombre de jours, quelle est la durée de ma mission, et puis vous avez des documents obligatoires. Il y a un cadre légal. Le mécénat de compétences, il se fait parce que l'association en face, elle est reconnue d'utilité publique ou à minima d'intérêt général. Si vous voulez aller plus loin en tant qu'association, on fera peut-être un webinaire sur ces aspects-là parce que je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui posent la question sur ces sujets-là. Donc, on pourra accompagner. Mais en l'occurrence, vous, en tant qu'entreprise, si je me place du côté de l'entreprise, vous devez faire un avenant au contrat de travail et, donc ça, c'est avec votre salarié, et une convention de mécénat, vous, entreprise, avec la structure associative qui va vous accueillir. Le salarié, il garde son lien de subordination avec son employeur. Par contre, effectivement, il est détaché pour une mission. Donc, il garde aussi tous ses avantages de salarié, comme s'il était resté dans votre structure. Ensuite, il faut penser à assurer un suivi de la mission. En fait, c'est essentiel de prévoir des points réguliers avec votre collaborateur en mission. À vous de définir la fréquence. Alors, j'ai une main levée de Hélène. Oui, bonjour à tous. Du coup, une question très, très basique, mais importante. En cas d'accident pendant la mission de mécénat, c'est un accident du travail. Alors, après, là, on va rentrer dans des cas juridiques spécifiques. Si j'ai un accident du travail, normalement, en termes d'assurance, c'est vous, employeur, qui devez avoir toutes les assurances et votre salarié garde la couverture de votre assurance. Pour autant, il est conseillé de vérifier que l'association dans laquelle il est mis à disposition a bien aussi, elle aussi, des couvertures d'assurance, mais normalement, ce sont celles de l'employeur qui reste responsable de veiller à ça. Donc, il y a peut-être des aspects de sécurité sur les compétences que vous mettez en œuvre. Je ne sais pas s'il y a de la manutention ou autre. Enfin, voilà, effectivement. Après, si vous voulez aller plus loin, j'ai peut-être... Emmanuel Vidal nous a rejoint en cours de ce webinaire. Je ne sais pas s'il est toujours connecté, Emmanuel, si tu as le micro ouvert et si tu as des éléments de réponse. Donc, Emmanuel, je te laisse te présenter. Oui, donc Emmanuel Vidal, je suis mécène en fait de la Fondation du Territoire, expert comptable au demeurant, et je co-anime en fait la commission mécénat au niveau national, au niveau du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Cette notion effectivement de mécénat de compétences est relativement importante puisqu'elle lie, non pas, c'est pas une prestation que l'on vend ou que l'on met à disposition, c'est vraiment une personne, donc à part entière, un salarié, d'où vraiment un objectif de sécurisation vraiment très important de cette relation tripartite que va être effectivement l'employeur premier déjà du salarié, la structure qui va utiliser effectivement les compétences du salarié, et puis le salarié lui-même. Donc c'est vraiment très important. Il faut savoir que l'employeur premier va garder, on va dire, toute la responsabilité vraiment de cette mission qui est déléguée. Et cela ne peut pas être délégué à l'association utilisatrice. L'association utilisatrice, nous, en tant qu'employeur, on est censé vraiment s'assurer que le salarié est reçu dans de bonnes conditions et que la mission qui est inscrite dans la convention tripartite
va vraiment pouvoir se faire dans des conditions optimales au sein de l'association utilisatrice. Donc, d'où l'intérêt, je dirais même vraiment la condition sine qua non, c'est la bonne écriture de cette convention tripartite. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, s'il arrivait une problématique d'accident au sein de l'association utilisatrice, de la structure utilisatrice, ça reste néanmoins l'employeur vraiment du salarié, l'employeur primaire, qui assume évidemment toutes les obligations en termes de responsabilité et d'assurance. Voilà, celle-ci ne peut effectivement pas être déléguée. C'est vraiment une des particularités du mécénat de compétences. Donc, au niveau des sources juridiques, clairement, il est expliqué que l'assurance habituelle, normalement, en tant qu'employeur, elle suffit à couvrir votre salarié pendant sa mission de mécénat. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce que je vous disais aussi et ce que vous rappelle Emmanuel, donc c'est toujours important de s'assurer que l'association a également pris des assurances nécessaires pour accueillir des volontaires en plus de ses salariés. Mais en général, les associations ont ce type d'assurance puisque de toute façon, elles accueillent énormément de bénévoles pour tourner. Pour autant, la responsabilité est chez l'employeur. Donc, est-ce qu'on a répondu à votre question avant que je continue sur le déroulé de cette troisième séquence? C'est un premier élément de réponse. Après, ça nécessite une étude plus approfondie, effectivement, parce que c'est pas neutre du coup. L'employeur ayant une obligation de sécurité, je vois pas bien comment on peut s'assurer de la sécurité d'un collaborateur qui part en mission à droite à gauche, potentiellement sur des activités physiques, en fait, surtout. Tout à fait. Alors, du coup, c'est pour ça l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de voir un petit peu vos appétences. Et ensuite, on ferait un webinaire un peu niveau 2, mécénat de compétences, avec certes Emmanuel, mais aussi l'ADMICAL et les juristes de l'ADMICAL qui ont plein d'expériences et puis qui ont surtout des documents légaux. Alors, même si nous, on vous en donne, mais sur ces aspects assurance, etc., il y a certainement des retours d'expérience et on pourrait monter un webinaire, un temps 2 sur ces aspects-là, si ça fait partie des questions ou des éléments en point bloquant, en tout cas, qui vous interrogent et sur lesquels vous auriez besoin d'un peu plus d'éclairage détaillé et de retour d'expérience. Ça peut être l'objet d'un second temps de webinaire, un peu, on aurait niveau 1, niveau 2, quoi. Ok, merci. Vous avez mis la question dans le chat pour ceux qui veulent répondre, pour ceux qui seraient intéressés justement par un webinaire perfectionnement. Je vous ai mis la question dans le chat, n'hésitez pas à répondre. Merci Karine. Donc, sur cette troisième séquence, assurer le suivi, ce que je vous disais, c'est effectivement, vous définissez une fréquence, mais assurer un accompagnement, c'est garantir le bon fonctionnement de cette mission. Un salarié qui se sent écouté, on ne vous apprend rien si vous êtes dans les RH, et il est plus enclin à être fidèle qu'un salarié qui n'a pas d'écoute et qui n'a pas de point régulier sur l'avancement de ce qu'il fait dans ses missions, que ce soit chez vous ou au sein de cette association. Donc, voilà, et puis après, essayer d'être dans une transparence dans la communication, récolter aussi les retours d'expérience pour les partager en interne, pour faire grandir en fait la cause du mécénat de compétences. Là, on ne vient pas sur la partie CSE, mais il n'y a pas, au niveau du cadre légal, là encore, il n'y a pas d'obligation de consultation, mais il y a fortement conseillé. Et en plus, souvent, c'est extrêmement bien perçu, en fait. Donc, vous pouvez commencer petit en disant, voilà, on voudrait tester, expérimenter, on va le faire que sur 1 ou 2. Et en fonction du retour d'expérience, sur cette première retour d'expérience, on voudrait essayer de le faire grandir et élargir le nombre de bénéficiaires ou pas. Mais en tout cas, consulter le CSE et être dans un dialogue avec eux, en général, c'est extrêmement bien perçu, ce type de démarche. Donc, ne vous en privez pas parce que cet échange peut apporter aussi beaucoup de choses dans la mise en place et la façon de le mettre en œuvre en échangeant avec votre CSE. Voilà pour cette partie. Et donc, vous voyez, pour ceux qui veulent utiliser cette infographie, on a bien en bas les 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eux, ils l'ont découpé en 5 étapes, mais ça revient à peu près au même de ce qu'on vient vous dire. Identifier le besoin, fédérer en interne, rencontrer et organiser une rencontre entre l'association, le chef d'entreprise et l'association.
Bien évidemment, il faut que la direction soit embarquée sur ces sujets-là. Et puis ensemble, vous validez ce projet de mécénat et vous formalisez par les documents obligatoires que sont la convention et l'avenant au contrat de travail. On en arrive à la fin de cette séquence, plutôt où on vous a donné des informations et du coup, on va pouvoir répondre à toutes les questions que vous nous avez mises dans le chat. Mais je vais d'abord laisser Karine nous parler de ce recrutement pour vous donner un exemple concret. Alors, en fait, pour vous parler de ce recrutement, je vais rebondir sur, c'est Asia, je crois, qui a mis effectivement dans le chat une expérience sur un sujet, un bénéfice que l'on n'a pas évoqué clairement aujourd'hui, qui est en fait la possibilité de générer dans l'entreprise et dans l'association une vraie cohésion en fait d'équipe, surtout quand éventuellement on partage en fait cette mission, cette approche, que ce soit du mécénat de compétences, que ce soit du bénévolat, en équipe. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé chez Cafisto RH. Simplement, donc Hélène, je la connais depuis longtemps. La fondation, elle l'a évoqué, c'est demain l'anniversaire. Donc, quand elle m'a parlé en fait de ses besoins, du fait aussi du besoin qu'elle avait d'intégrer un renfort en contrat de mécénat de compétences, ma première réaction, ça a été en fait, pas personne, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément ce qu'est exactement un contrat de mécénat de compétences. Donc, Élise, qui est arrivée au sein du cabinet Cafisto RH en alternance, forcément, Master 2, un thème de mémoire à trouver. On avait ce thème-là, en fait, tout simplement, et elle s'est dit, bah oui, effectivement, c'est intéressant. L'IAE a suivi avec énormément d'enthousiasme parce que c'est un sujet finalement qui est très peu développé voire pas du tout, dans les formations RH, soyons clairs. Et en fait, Élise s'en est emparée et a pu en fait développer tout son mémoire sur le sujet. Ce que je lui ai demandé également de faire, donc là on est à la fois sur de l'intégration mais aussi sur du développement, c'est de pouvoir travailler avec moi justement et contribuer au développement de l'association, à la fois en travaillant sur le thème du mécénat de compétences, mais aussi en travaillant à recruter, donc à trouver une personne sur un contrat idéalement de mécénat de compétences, sur l'offre donc que vous voyez ici à l'écran, qui est un poste de chargé de mission, où là, on a visé plutôt large, puisqu'en fait, chacun peut avoir des missions, je dirais, différentes en fonction de son profil. Donc, les besoins, ils sont à la fois sur du relationnel, sur de l'animation au niveau du réseau des mécènes, mais aussi sur une partie qui peut être un peu plus administrative, parce que dans une fondation et dans justement, on a vu déjà les thèmes juridiques, il y a quand même pas mal d'administratifs et de choses à suivre et de process et de processus à gérer. Donc, l'offre, elle est ouverte à des profils, soit ceux qui voudraient aller plus sur du relationnel, soit ceux qui sont plus à l'aise avec le fait de structurer, organiser, qui sera un vrai support administratif. Ça peut être les deux également. Le poste, donc, il est ouvert en fonction des disponibilités, des possibilités à la fois du collaborateur qui serait détaché, mais bien évidemment aussi de la structure. Il y avait une question qui était sur le type de structure, la taille de structure. Écoutez, nous, chez Cafisto, on est 4. On arrive quand même à détacher du temps. Alors, évidemment, ce n'est pas du temps plein. Ça ne sera pas sur 3 ans, Elise, désolée. Mais voilà, on arrive quand même à consacrer du temps en fonction de nos possibilités pour une synergie au niveau du territoire et au niveau de la fondation. Oui, et comme disait Karine, effectivement, vraiment que tu voulais ajouter peut-être autre chose, Karine? Je t'en prie. Non, l'idée en fait, c'est comme on disait, c'est vraiment de pouvoir communiquer aussi davantage sur ça. Et nous, ce qu'on vous invite aussi, c'est d'en parler en fait, tout simplement. Ça commence déjà rien que par du bouche à oreille. Rien qu'avec ce webinaire, l'idée, c'était vraiment d'émerger aussi l'idée. Donc nous, ce qu'on vous invite, c'est déjà, alors l'offre, elle est disponible sur notre site, donc cafisto-rh.fr. Mais l'idée, c'est aussi de promouvoir en fait le mécénat d'une manière générale
et de faire émerger. Et on voit bien dans les commentaires, hein, aux questions qu'on a pu vous poser tout à l'heure, on voit qu'il y a des demandes en fait des deux côtés, à la fois des entreprises, mais aussi des associations. Donc on pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment être très intéressant à développer, en tout cas sur le territoire de la Vienne. Ok. Merci beaucoup pour cette mise en lumière. Donc, c'était juste pour vous dire qu'effectivement, comme on est reconnu d'utilité publique, on est à même de pouvoir recevoir des détachements de salariés. C'est pour vous donner un exemple. Maintenant, l'idée, c'est de faire émerger le sujet auprès de toutes les associations. J'étais en train de lire un peu dans le chat toutes les remarques, parce qu'il y a eu beaucoup de remarques. Et donc voilà, si ça vous donne un exemple concret d'un poste, mais dites-vous bien qu'il y en a certainement plein d'autres, et puis qu'il y a déjà eu des demandes d'exprimer dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole pour exprimer en tout cas vos témoignages côté entreprise? Euh, et nous dire un petit peu ce qu'il en est avant que Philippe, éventuellement, vous nous fassiez un petit témoignage de passerelle et compétences pour nous dire un petit peu ce que c'est et comment vous jouez un rôle sur le territoire pour au moins faire émerger la notion de bénévolat. Mais déjà, peut-être juste redemander dans toutes les personnes présentes qui connaissaient précisément ce type de contrat, mécénat de compétences. Vous pouvez lever les mains ou. Je pense que vous pouvez ouvrir les micros et que Ouais, les caméras et qu'on peut rentrer en échange, quoi. Oui, moi je connaissais parce que j'ai déjà utilisé, et en particulier avec Orange, qui, pour ses collaborateurs en fin de carrière, pardon, met à la disposition des associations des collaborateurs, alors à quasi temps plein, quoi, ou au moins à mi-temps, ce qui permet d'avoir une vraie compétence en permanence dans l'entreprise. Mon expérience me permet de vous dire que ce qui est important aussi dans le mécénat de compétences, c'est la durée pendant laquelle la personne est mise à disposition. Parce que 2 heures par-ci, 2 heures par-là, ça sert rigoureusement à rien. Là-dessus, on est très clair. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit une période compacte, où on ait le temps à la fois de montrer à l'entreprise ce qu'est l'association, à la personne ce qu'est l'association, et qu'elle ait le temps de faire quelque chose. Mais quelques heures parsemées, c'est de la littérature, à part, comme disait Hélène, pour la collecte de la banque alimentaire. Ça, c'est bien utile, mais c'est un week-end par an. Donc, et en plus, c'est hors temps de travail. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup pratiqué le mécénat de compétences, surtout avec Orange, mais j'en ai fait aussi avec d'autres entreprises. Et je dois dire que ça débouche aussi à terme sur d'éventuels engagements quand les gens sont à la retraite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour les associations, est extrêmement précieux. Philippe, voilà. Merci Annie. Alors moi, je vais parler de Passerelle des compétences, qui a une expérience depuis plus de 20 ans sur le bénévolat de compétences. Donc, comme ça a été expliqué, ce sont des gens bénévoles qui interviennent dans les associations pour résoudre des problèmes ou aider l'association à se développer sur différentes thématiques. En fait, c'est toujours des prestations un peu intellectuelles, par exemple sur la RH, ou refaire un site internet, refaire des plaquettes de communication, travailler sur le marketing, analyser des problèmes juridiques, financiers, faire la comptabilité, etc. Et aussi des missions un peu plus longues sur la gouvernance, donc aider une association à revoir sa gouvernance ou à retrouver des administrateurs. Donc l'intérêt du mécénat de compétences, c'est que là, on n'a pas de bénévoles qui interviennent, ce sont des professionnels dans l'entreprise qui peuvent faire ce type de mission dans les associations d'intérêt général. Donc là, ce qu'on peut apporter, nous, c'est notre connaissance des associations et la maîtrise de la feuille de route que doit suivre le bénévole, ou du moins le salarié, dans l'association pour réaliser la mission qui correspond aux besoins de l'association. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que
Passerelle compétences, c'est à peu près 600 missions par an. On a à peu près près de 6000 bénévoles qui sont dans notre base de données. Et les missions peuvent se faire à distance sur beaucoup de domaines, en fait. Donc, l'intérêt du système, c'est que un salarié dans une entreprise, on peut imaginer qu'il puisse faire des missions dans des associations de toute la France. C'est un point important à avoir en tête. Et les missions peuvent être des missions courtes, par exemple dans les systèmes d'insertion par l'activité économique, intervenir auprès de gens qui sont en insertion pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que le monde de l'entreprise, par exemple, les aider à se présenter. Ça peut être des missions un peu plus longues, sophistiquées, à refaire un site internet, faire des plaquettes, revoir le marketing, aider à communiquer ou à traiter des problèmes juridiques. Et ça peut être des missions vraiment un peu plus sophistiquées pour recruter un administrateur dans une association. Là, il faut faire une sorte d'audit de l'existant de la gouvernance de l'association, définir le profil type recherché et ensuite trouver la bonne personne. Donc les missions dans les associations sont très diverses. Et pour une entreprise qui veut faire du mécénat de compétences, on peut imaginer de faire des propositions sur des missions courtes qui n'engagent pas trop financièrement l'entreprise. Pour, par exemple, détacher quelqu'un sur 3 ans. C'est assez facile dans les grands groupes, ça a été cité là, comme Orange, les mutuelles, la Banque de France fait pas mal ça aussi, France Télécom. C'est un peu plus compliqué dans une PME-PMI. Par contre, imaginez ça pour des missions courtes, telles que j'ai essayé de brosser le panorama, ça me paraît plus accessible à l'entreprise. Tout à fait. Alors et si nous, je peux... Oui, vas-y, Philippe. nous, on se tient à votre disposition là, pour essayer de faire la passerelle entre le monde associatif et le monde de l'entreprise, et puis faire coïncider les deux mondes qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon, hein. Donc, le temps de l'association n'est pas toujours le temps de l'entreprise. Et c'est important de faire effectivement coïncider les valeurs entre ces deux populations qui ont des choses à échanger et à apprendre de chacun. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, Philippe. Il ne faut pas oublier qu'on peut s'engager sur des missions qui peuvent être très ponctuelles et assez courtes, hein. Faire du community management, par exemple, la gestion de vos réseaux sociaux. Si vous avez une entreprise qui a cette expertise-là, avec des collaborateurs qui ont cette expertise-là, une fois qu'elle a compris qui vous êtes, ça peut être une journée par mois de détacher pour ce genre de cause. Et il y a des choses qui peuvent s'organiser de façon ponctuelle. Il y a des choses où ça va être beaucoup plus compliqué, hein, mais effectivement, il y a des missions qui peuvent être ponctuelles dans une temporalité respectable qui permet à une TPE, PME d'y réfléchir de façon pratico-pratique, hein. Donc voilà, donc je pense que c'était un peu intéressant que vous puissiez connaître passerelle les compétences. L'idée derrière, c'est peut-être que nous, l'idée, c'est qu'on va vous recontacter. D'abord, on va vous envoyer un livre blanc qui a été mis en place par Cafisto RH et en partenariat avec nous. Et puis, on va rentrer dans une dynamique avec différents autres webinaires et on va certainement vous recontacter parce que on aimerait travailler et creuser ce sujet-là et peut-être créer un événement qui nous permettrait de faire des rencontres. Ça se fait sur d'autres territoires, hein, des rencontres où on fait des speed meetings un peu entre une entreprise qui en amont a exprimé des compétences qu'elle voulait bien mettre à disposition avec un volume de temps, etc. Et des associations qui expriment leurs besoins. On se fait croiser ça sur un forum qui permet de rentrer en lien parce que tant que vous n'êtes pas rentré en lien concret avec une association, vous ne pouvez pas savoir si vous allez être sur les mêmes valeurs et les mêmes modes de fonctionnement et si vos salariés pourraient se sentir bien et autres. Donc ça nécessite de créer ces événements de mise en réseau et de connexion. Donc, ça peut être de façon continue dans le temps avec des structures comme la Fondation et Passerelle les compétences. Et ça peut être grâce à un événement. Donc, en tout cas, ça fait partie de nos réflexions sur lesquelles on aimerait avancer avec
des gens qui ont envie de faire émerger ce sujet sur notre territoire. Vous dire aussi qu'on va continuer les webinaires pour conclure, puisqu'il est 12h30. Le prochain webinaire, ça sera le 26 novembre, et ça sera plutôt dédié à l'association sur les fondamentaux de la RSO, comprendre et se lancer facilement, comment j'appréhende cette notion qui est de plus en plus prégnante et pour les entreprises, mais aussi pour les associations, responsabilité sociétale des organisations. Et puis ensuite, en janvier, on viendra sur entreprise, un webinaire entreprise et association où on est plutôt dédié à dissocier le sponsoring et le mécénat, quelle différence, les impacts, les risques, parce que ce n'est pas la même chose et souvent il y a confusion. Et vous dire aussi que Emmanuel Vidal, lui, interviendra, si le sujet vous intéresse en tant qu'association. Il y a le grand forum national en novembre des associations et il y aura une table ronde sur ce sujet du mécénat de compétences. Alors, je ne sais pas, Emmanuel, si c'est que en présentiel ou si ça peut suivre en distanciel aussi, ce forum. Je n'ai pas l'information. Je pense que c'est d'abord et avant tout en physique. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, vous pouvez y aller. Donc, le livre blanc qui va vous être envoyé et on vous donne aussi les fiches repères qui vont plus loin sur les aspects techniques, juridiques, les fiches repères de l'ADMICAL et la fiscalité du mécénat pour avoir aussi ces notions bien en tête. Voilà, il est 12h31. Est-ce que j'espère que nous avons pu vous présenter de façon assez synthétique ce sujet, mais on aurait plein d'autres choses à dire. Peut-être juste préciser que donc le livre blanc, effectivement, vous allez retrouver quand même beaucoup d'informations, mais aussi des outils, des modèles, toutes les questions à se poser dans la démarche. Modèle de convention. Il est quand même assez détaillé. Voilà, donc on vous envoie tout ça et du coup, on vous remercie pour votre attention, votre participation. C'était très actif, il y avait beaucoup de participants, donc on est ravis, on voit que le sujet plaît et intéresse. Et donc, on vous dit à très bientôt pour imaginer la suite sur notre territoire. Bonne journée. Merci à vous tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.